La lourde porte en acajou de la cuisine industrielle du domaine ne s'est pas simplement refermée. Elle s'est claquée avec un bruit assourdissant et terrifiant. Charlotte se figea, le torchon humide glissant de ses mains tremblantes. Elle sanglotait doucement devant l'îlot en marbre froid, convaincue qu'elle était seule dans cette immense forteresse de 3 étages. Mais debout dans l'ombre, desserrant lentement sa cravate en soie sombre, se tenait Arthur Sterling, l'homme le plus redouté et intouchable de la pègre new-yorkaise. Il ne cria pas. Il ne lui demanda pas ce qu'elle faisait debout à 3 heures du matin. Il s'avança simplement dans la pénombre, ses yeux froids et perçants fixés sur l'échymose ombre et enflée sur sa joue, et murmura une question qui allait déclencher un bain de sang. « Qui t'a fait ça? » Charlotte Evans n'avait jamais eu l'intention de passer la moitié de sa vingtaine à nettoyer du sang séché sur des tapis persans importés. Il y a 2 ans, elle était étudiante en soins infirmiers à l'Université de New York et menait une vie tranquille et sans histoire. Tout cela s'est évaporé le soir où son père, William Hunn, a perdu 150 000 $ qu'il n'avait pas lors d'une partie de poker clandestine à Atlantic City. Il ne les avait pas perdus à n'importe qui. Il les avait perdus au profit du Sullivan Syndicate, une faction impitoyable de la mafia irlandaise qui contrôlait les docks et le racket du recouvrement de dettes sur la côte Est. Pour empêcher son père de finir au fond de l'East River, Charlotte a conclu un accord. Elle a abandonné ses études, a remis ses économies et a accepté un emploi hautement spécialisé et très dangereux organisé par une agence de placement clandestine. Elle est devenue domestique dans un domaine isolé et fortement fortifié à 100 points, Long Island. Le domaine appartenait à Arthur Sterling. À 34 ans, Arthur était le chef incontesté de la famille Sterling, un syndicat italo-américain rival qui régnait dans l'ombre sur New York depuis 3 générations. Accepter un emploi chez le plus grand ennemi des Sullivan était un risque calculé. Les Sullivan ont accepté de suspendre les intérêts sur la dette de son père, à condition que Charlotte leur remette 70% de son salaire exorbitant chaque vendredi soir. Elle était en fait une otage, échangeant sa liberté contre la survie de son père. Le domaine Sterling ressemblait moins à une maison qu'à un bunker militaire de milliardaires. Entouré de clôtures en fer forgé de 12 tonnes, surveillé par des caméras thermiques et patrouillé par des hommes vêtus de costumes sur mesure dissimulant des étuis d'épaule, c'était un endroit où le silence était la monnaie la plus précieuse. La gouvernante en chef, une femme rigide et antipathique nommée Madame Gable, n'avait donné qu'une seule règle à Charlotte lors de son premier jour. « Tu dois être un fantôme. Tu ne parles pas à moins qu'on ne t'adresse la parole. Tu ne regardes pas M. Sterling dans les yeux. Tu ne vois rien, tu n'entends rien et tu nettoies tout. » Pendant 8 mois, Charlotte avait suivi cette règle à la lettre. Elle avait appris les rythmes de la maison. Elle savait qu'il fallait polir les réfrigérateurs Sub-Zero avant l'aube, utiliser du soda sur les tissus d'ameublement de la salle de billard où les réunions s'enflammaient et disparaître dans les quartiers des domestiques chaque fois qu'une flotte d'escalade noire remontait l'allée de gravier. Elle voyait rarement Arthur Sterling. Quand elle le voyait, c'était une présence fugace et terrifiante. C'était un homme sculpté dans la glace, grand, aux épaules larges, aux traits aristocratiques et aux yeux de la couleur du ciel hivernal. Il se déplaçait avec une grâce prédatrice, toujours vêtu de costumes brownie immaculés, dégageant une aura d'autorité absolue. Les rares fois où ils s'étaient retrouvés dans la même pièce, l'atmosphère était devenue lourde et oppressante, rendant la respiration difficile pour Charlotte. Il ne lui avait jamais adressé la parole. Elle n'était qu'un élément du décor jusqu'à un mardi soir pluvieux de fin octobre. Le service de Charlotte était terminé depuis des heures, mais elle n'arrivait pas à dormir. Demain, c'était vendredi, jour de collecte. Il lui manquait 2000 $. Une facture médicale inattendue pour le foie défaillant de son père avait entamé son enveloppe d'argent liquide. Paniquée, elle s'était glissée hors des quartiers des domestiques pour jeter les déchets de cuisine dans l'incinérateur à l'arrière, espérant que l'air froid lui éclaircirait les idées. L'entrée de service à l'arrière du domaine était un rare angle mort pour les caméras de sécurité, bovégé, d'assaut de sécurité, protégé par un épais couvert de chaînes centenaires. Alors que Charlotte jetait les lourds sacs poubelles dans la chute, une main lui couvrit brutalement la bouche par derrière. Elle hurla, mais le son fut étouffé par un gant en cuir. Elle fut violemment poussée contre le mur de briques humide du domaine, le souffle coupé. Debout devant elle, trempée dans un trench coat bon marché,
se tenait Tommy Barnes. Tommy était un homme de main de niveau intermédiaire pour les Sullivan. C'était un homme vil et opportuniste qui sentait la bière éventée et l'eau de Cologne bon marché. « Bonjour, Charlie », ricana Tommy en resserrant son étreinte sur son bras. « Ton vieux m'a dit que tu étais un peu légère cette semaine. Ça ne va pas faire l'affaire pour M. Sullivan. J'aurai le reste lundi. » Charlotte allaita, tremblant violemment. « S'il te plaît, Tommy, tu n'es pas censé être ici. Si les hommes de Sterling t'attrapent, les hommes de Sterling sont des idiots. » Cracha Tommy en s'approchant d'elle, envahissant son espace personnel. « Je suis passé par la porte est. Maintenant, écoute-moi bien, petite morveuse. Tu nous apportes l'argent demain matin ou on coupe les doigts de William. 1 pour chaque 1000 que tu dois. » « Je ne peux pas, » pleura Charlotte, les larmes aux yeux. « Je ne l'ai pas, » répondit Tommy, le regard sombre. Il leva la main et la frappa au visage avec un bruit écœurant. La force du coup envoya Charlotte s'étaler sur le trottoir mouillé. Sa pommette s'enflamma instantanément d'une chaleur atroce. Sa vision se brouilla. « Demain, Charlie, » murmura Tommy en lui donnant un léger coup de pied dans les côtes avant de tourner les talons. « Ou ton père est mort. » Tommy se fondit dans l'ombre, laissant Charlotte seule sous la pluie glaciale. Terrifiée, souffrante et complètement brisée, elle se releva péniblement. Elle ne retourna pas dans sa petite chambre. Elle ne pouvait pas affronter l'isolement. Au lieu de cela, elle se rendit dans la cuisine principale sombre et caverneuse du domaine, cherchant le réconfort étrange de la seule pièce où elle avait un semblant de contrôle. La cuisine du domaine Sterling était un chef-d'œuvre de design culinaire moderne, avec ses comptoirs en marbre blanc brillante, ses appareils électroménagers en acier inoxydable et ses casseroles en cuivre suspendues à un support au-dessus de la tête, comme des cloches silencieuses. À 3h15 du matin, le seul bruit était le ronronnement faible et régulier de l'énorme réfrigérateur industriel. Charlotte se tenait debout devant l'îlot, appuyant son poids sur ses paumes. Un sac de petites pois surgelés enveloppé dans un torchon était pressé contre le côté droit de son visage. La peau prenait déjà une teinte violette et noire. Elle laissa échapper un sanglot étouffé et saccadé. Elle était piégée. Si elle ne trouvait pas l'argent, son père serait mutilé, voire tué. Si elle demandait une avance à Madame Gabb, celle-ci lui poserait des questions. Si elle s'enfuyait, les Sullivan la retrouveraient. Il n'y avait aucune issue. Le poids de son désespoir l'écrasait, et elle laissa tomber sa tête sur le marbre froid, pleurant sans pouvoir se contrôler. Elle pleurait pour son avenir perdu, pour la faiblesse de son père et pour la terreur suffocante de vivre sous la coupe de monstres. Elle était tellement consumée par son chagrin qu'elle n'entendit pas les pas légers sur le tapis perçant dans le couloir. Elle n'entendit pas le craquement des planches. Ce qu'elle entendit, c'était le bruit de la porte. Clic! C'était le bruit métallique sourd du verrou qui se refermait. Charlotte eut le souffle coupé et releva brusquement la tête. Le sac de petites pois tomba sur le sol et se répandit sur le carrelage importé. Debout juste à l'intérieur de la porte, la main toujours posée sur la serrure en laiton, se tenait Arthur Sterling. Il venait manifestement de rentrer d'un travail. Sa veste de costume sur mesure était jetée sur un bras et sa chemise blanche était déboutonnée au niveau du col, révélant une fine bande de peau cicatrisée à la gorge. Il sentait légèrement la pluie, le scotch cher et l'odeur métallique âcre de la poudre à canon. Charlotte sentit son sang se glacer. La règle absolue de la maison, ne jamais être vue, ne jamais déranger, résonna dans son esprit. Elle recula précipitamment, heurtant le bord de l'évier, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine comme un oiseau pris au piège. « Monsieur Sterling » balbutia-t-elle en baissant rapidement la tête, les mains tremblant si violemment qu'elle dut s'agripper au bord du comptoir pour se stabiliser. « Je m'excuse, j'étais sur le point de partir. Je vais nettoyer le sol. Je suis désolé. Arrêtez. » Sa voix était grave et résonnante, imposant une obéissance immédiate. Elle n'était pas forte, mais elle remplissait la pièce caverneuse, ne laissant aucune place à la discussion. Arthur ne se dirigea pas vers la sortie. Au lieu de cela, il jeta sa veste sur un tabouret à proximité. Ses yeux, habituellement impassibles et éteints par la violence de son univers, étaient fixés intensément sur son visage, ou plutôt sur le côté de son visage qu'elle essayait désespérément de cacher. Il fit un pas lent et délibéré vers elle. Charlotte se plaqua contre l'évier, souhaitant pouvoir se fondre dans l'acier inoxydable.
Tous ses instincts lui criaient de s'enfuir. Mais fuir Arthur Sterling équivalait à une condamnation à mort. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Sa taille imposante, sa présence physique était écrasante. Charlotte ferma les yeux, attendant la réprimande, attendant qu'il la licencie, ou pire. Au lieu de cela, elle sentit le toucher étonnamment doux de ses jointures contre sa joue indemne. « Regarde-moi », ordonna-t-il doucement. Charlotte ouvrit les yeux. Il était si proche qu'elle pouvait voir les reflets argentés dans ses iris. Lentement, péniblement, Arthur détourna son regard de ses yeux pour le poser sur l'énorme échymose sombre qui gonflait sa pommette. Un muscle se contracta dans sa mâchoire. La température dans le sérum sembla baisser de 10 degrés d'extome. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il. La question n'était pas une demande d'information, c'était une extraction. « Je me suis cogné contre un placard », mentit Charlotte, la voix brisée. « C'était maladroit de ma part. Je suis désolé d'avoir perturbé votre soirée, monsieur. » La main d'Arthur bougea. Ses longs doigts colleux saisirent doucement son menton, inclinant sa tête vers le haut afin qu'elle ne puisse pas détourner le regard. « J'ai passé toute ma vie dans un environnement violent, » dit Arthur, sa voix se transformant en un murmure dangereux. C'était la première fois qu'il prononçait son nom et le son de celui-ci sur ses lèvres lui donna un étrange frisson dans le dos. « Je sais ce qu'une porte d'armoire peut faire à un visage, et je connais les dimensions exactes de l'empreinte de la main d'un homme. Alors, je vais vous le demander une dernière fois, qui vous a fait ça? » Des larmes coulèrent sur ses cils. Les murs se refermèrent sur elle. Si elle lui parlait de Tommy Barnes, Arthur saurait qu'elle était compromise. Il saurait qu'elle avait une dette envers les Sullivan. Dans le monde de la mafia, un serviteur compromis était un serviteur mort. « S'il te plaît, » gémit-elle, une nouvelle larme coulant sur sa peau meurtrie. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. C'est mon problème. »« Tu es chez moi, » répondit Arthur en essuyant doucement la larme sur sa mâchoire avec son pouce. La tendresse de ce geste contrastait totalement avec la froideur meurtrière de son regard. « Tu manges ma nourriture. Tu dors sous mon toit. Rien de ce qui t'arrive n'est uniquement ton problème. Un homme qui s'en prend à ceux que je protège perd ses mains. » Charlotte craqua. Le barrage qu'elle avait construit pour survivre ces 8 derniers mois s'effondra sous le poids de son regard implacable. C'était Tommy Barnes. Elle s'étrangla, les mots jaillissant de ses lèvres dans un élan de panique. « C'est un homme de main des Sullivan. Mon père leur doit de l'argent. Je leur envoie mes chèques de paille. Il est venu ici ce soir. Il a dit que je n'avais pas assez d'argent. Arthur ne s'y a pas. La mention de ses rivaux les plus féroces ne semblait pas le choquer, mais quelque chose d'autre le fit. Sa main glissa lentement de son visage. « Tommy Barnes est venu ici ?» demanda Arthur, son ton passant d'une intimidation calme à une concentration glaciale et tranchante comme un rasoir sur ce domaine. « Oui, » sanglota Charlotte en s'enlaçant les bras près de l'incinérateur. « Je suis désolé, je ne voulais pas les amener ici. Je jure que je ne leur ai pas dit où je travaillais. Ils ont dû me suivre ou la prendre par l'agence. » Charlotte arrête de parler. Elle ferma la bouche. Arthur lui tourna le dos, posant ses mains à plat sur l'îlot en marbre. Il fixa le mur blanc pendant un long moment lourd de sens. Quand il finit par parler, ce n'était pas à propos de la dette, de son père ou de l'ecchymose sur son visage. La porte nécessite un scan biométrique et un code algorithmique à 8 chiffres qui change toutes les 12 heures, déclara Arthur d'une voix dénuée de toute émotion. C'était la voix d'un général analysant un champ de bataille. Un voyou de bas étage comme Tommy Barnes ne pirate pas un système de sécurité de niveau militaire. Il n'escalade pas une clôture électrifiée de 12 tonnes sans déclencher l'alarme. Arthur tourna lentement la tête pour la regarder par-dessus son épaule. Charlotte fut submergée par la terrifiante prise de conscience de ce qu'il disait. « Tommy Barnes n'est pas entré par effraction, Charlotte, » dit Arthur, les yeux plissés en 2 fentes meurtrières. « Quelqu'un lui a ouvert la porte, quelqu'un de mon entourage proche. » Le silence dans la cuisine devint soudain assourdissant. Charlotte réalisa avec un nœud à l'estomac que sa joue meurtrie n'avait pas seulement révélé son terrible secret. Elle venait de dévoiler la présence d'une taupe au sein de la famille Sterling. Arthur fouilla dans son pantalon et en sortit un téléphone crypté sécurisé. Il composa un seul numéro sans quitter des yeux le visage terrifié de Charlotte. « Réveillez les hommes » dit Arthur dans le combiné, sa voix résonnant dans la cuisine froide comme un coup de mort. « Verrouillez le domaine.
Personne n'entre et absolument personne ne sort. Au moment où Arthur Sterling raccrocha, l'atmosphère à l'intérieur du vaste domaine de Sands Point changea. Et n'y eut ni sirène retentissante, ni gyrophare rouge. Le syndicat Sterling opérait avec une discrétion mortelle. Au lieu de cela, un faible bourdonnement se fit entendre lorsque les générateurs de secours se mirent en marche, plongeant le domaine dans un confinement tactique complet. De lourds volets en acier dissimulés sous des panneaux décoratifs en bois glissèrent sans bruit sur les baies vitrées. Les serrures et biométriques de toutes les portes extérieures se verrouillèrent dans un cliquetis synchronisé. Charlotte resta figée contre l'îlot de cuisine en marbre, le souffle coupé. Le sac de petits pois surgelés fondait sur le sol, formant une flaque d'eau qui s'infiltrait dans le joint. Elle avait déclenché une guerre. Arthur remit son téléphone crypté dans la poche de son pantalon sur mesure. Son attitude avait complètement changé. L'intensité calme et bouillonnante avait disparu, remplacée par le froid calculateur d'un seigneur de guerre se préparant au combat. Il prit sa veste de costume, non pas pour l'enfiler, mais pour la draper sur son bras, révélant l'étui en cuir noir et la crosse noire mate d'un Sig Sauer P226 personnalisé reposant contre ses côtes. « Monsieur Sterling, s'il vous plaît, murmura Charlotte, la voix tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine former les mots. « Je ne voulais pas. »« Silence, ordonna Arthur. Ce n'était pas sévère, mais c'était catégorique. Il s'approcha d'elle, sa silhouette imposante projetant une longue ombre sous l'éclairage encastré. « Vous n'êtes plus une domestique dans cette maison, Charlotte. À partir de maintenant, vous êtes le seul témoin d'une faille de sécurité catastrophique. Vous ne quittez pas mon champ de vision. » Il n'attendit pas qu'elle l'accepte. Il se retourna et sortit de la cuisine, s'attendant à ce qu'elle le suive. Terrifiée à l'idée de ce qui pourrait arriver si elle ne le faisait pas, Charlotte se précipita à sa suite, ses chaussures de travail bon marché en caoutchouc grinçant faiblement sur le parquet ciré. Ils traversèrent les couloirs sombres et caverneux du rez-de-chaussée. Des ombres dansaient le long des murs, éclairées uniquement par la pâle lumière des lampes de secours qui s'étaient allumées. Alors qu'ils passèrent devant le grand hall d'entrée, Charlotte fut témoin de l'efficacité terrifiante de l'Empire d'Arthur. Des hommes surgissaient des coulisses du domaine. Ce n'étaient pas les voyous de bas étage que Charlotte avait l'habitude de voir aux informations. C'étaient des opérateurs. Elle reconnut Conrad Hayes, le sous-chef terrifiant d'Arthur, qui descendait à grands pas le double escalier. Conrad armait méthodiquement le chargeur d'une mitraillette HNK MP5, l'air aussi détendu que s'il se servait d'une tasse de café. « Le périmètre est bouclé, patron », rapporta Conrad en se mettant au pas à côté d'Arthur sans perdre une seconde. Les capteurs infrarouges n'ont détecté aucune signature thermique dans le périmètre. Si Barnes est entré par la porte Est, il s'est échappé avant le verrouillage. « Il a eu une occasion », répondit Arthur d'une voix sèche et précise. « Récupérez les journaux du système de contrôle d'accès Brevo. Je veux savoir exactement quel profil biométrique a autorisé l'accès à la porte Est entre minuit et 3 heures du matin. » « Et Conrad? »« Oui, patron. Amenez Léo et Vincent dans la salle de crise. Confisquez leur téléphone. Personne ne communique avec l'extérieur tant que je n'ai pas trouvé le traître. » Conrad jeta un coup d'œil à Charlotte, s'attardant sur son visage meurtri et sa posture tremblante avant de revenir vers Arthur. Compris. Conrad se dirigea vers le centre de sécurité, laissant Arthur et Charlotte continuer dans l'aile est. Ils arrivèrent devant une double porte blindée en chêne massif, insonorisée. Il s'agissait du bureau privé d'Arthur, une pièce dans laquelle Mme Gable avait strictement interdit au personnel d'entrer. Le nettoyage était effectué par une équipe spécialisée et cautionnée. Arthur appuya son pouce sur un scanner dissimulé dans le cadre de la porte. Une lumière verte clignota et les lourdes portes s'ouvrirent. Il les poussa et fit signe à Charlotte d'entrer. Le bureau sentait le cuir vieilli, le parchemin et les cigares Cohiba. Les murs étaient tapissés de livres en édition originale qui s'étiraient jusqu'au plafond voûté. Un imposant bureau en acajou trônait au centre de la pièce, flanqué de 2 fauteuils Chesterfield en cuir profond. « Asseyez-vous », ordonna Arthur en désignant l'un des fauteuils. Charlotte obéit, ses jambes cédant presque sous son poids lorsqu'elle s'enfonça dans le cuir moelleux. Elle serra ses genoux contre sa poitrine, se recroquevillant en boule pour se protéger. Elle se sentait complètement déplacée, une fille vêtue d'un uniforme gris délavé, assise dans une pièce où se décidait le sort du monde souterrain de New York.
Arthur contourna son bureau, mais ne s'assit pas. Il ouvrit le tiroir du bas et en sortit une trousse médicale tactique. Il revint vers elle et s'accroupit devant elle, les genoux posés sur le tapis Person Vintage. « Regarde-moi, dit-il doucement. » Charlotte leva lentement la tête, tressaillant lorsque ses grandes mains calleuses se tendirent vers son visage, mais son toucher était étonnamment doux. Il ouvrit un tampon imbibé d'alcool stérile. « Ça va piquer », l'avertit-il d'une voix grave. Il tamponna l'antiseptique sur une petite coupure qui s'était formée sous l'isnome ecchymose sur sa pommette. Charlotte poussa un sifflement, les yeux remplis de larmes. Arthur ne s'excusa pas, mais il ralentit ses mouvements, les yeux rivés sur la blessure avec une concentration sombre et terrifiante. « Tommy Barnes », dit Arthur doucement en appliquant une fine couche de pommade Annika pour réduire le gonflement. « Un collecteur de niveau intermédiaire pour les Sullivan. Il a un casier judiciaire pour voies de fait graves et extorsion. Il opère principalement depuis les docks de Red Hook. C'est lui qui t'a frappé? Oui. Oui, balbutia Charlotte. Mon père, il a un problème de jeu. Il a perdu 150 000 $ à l'un de leurs jeux de cartes. Et tu as remboursé cette dette? Déduisit Arthur, la mâchoire crispée. Avec le salaire que je te verse. Charlotte acquiesça tristement. 70% chaque vendredi. Si j'arrête, ils le tueront. Arthur remit les fournitures médicales dans la trousse et se redressa de toute sa hauteur, la regardant de haut. Tu as laissé un syndicat rival t'extorquer de l'argent alors que tu vivais sous mon toit. Tu as laissé un homme de main des Sullivan entrer dans ma propriété. Selon les lois de notre monde, Charlotte, je devrais te mettre une balle dans la tête immédiatement. Charlotte laissa échapper un sanglot brisé et enfouit son visage dans ses mains. Elle savait que cela allait arriver. La peine pour avoir amené l'ennemi à la porte était la mort. Mais Arthur continua, sa voix tranchant sa panique comme un couteau. Tommy Barnes a commis une erreur fatale. Il a touché quelque chose qui appartient à cette maison. Il t'a touché. Charlotte retint son souffle. Elle leva les yeux à travers ses doigts. Arthur Sterling la fixait avec une intensité qui lui retourna l'estomac. Ce n'était pas de la pitié dans ses yeux. C'était une possessivité territoriale absolue. Personne ne saigne sur ma propriété sans mon ordre, dit Arthur d'un ton glacial, et personne à l'intérieur de mes murs n'est touché par un Sullivan. La dette de ton père ne te concerne plus. Elle est désormais la mienne. Avant que Charlotte n'ait pu assimiler le poids de ses paroles, un coup sec retentit à la porte du bureau. « Patron !» La voix de Conrad traversa le lourd bois de chêne. « Nous avons les journaux. Léo et Vincent sont dans la salle de crise. » Arthur ne quitta pas Charlotte des yeux. « Restez assise. Ne bougez pas. Ne faites pas de bruit. » Il se retourna et sortit de la pièce. La lourde porte se referma derrière lui, laissant Charlotte seule dans le bureau faiblement éclairé, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. La salle de crise était située juste en bas du couloir du bureau d'Arthur. C'était un bunker austère sans fenêtre, équipé de moniteurs de surveillance à la pointe de la technologie, d'une longue table en acier et d'une insonorisation si dense qu'on se serait cru dans un vide. Lorsque Arthur entra, l'atmosphère était lourde de tension. Conrad Hayes se tenait près des écrans, une tablette à la main. Assis à la table en acier se trouvaient deux des hommes de confiance d'Arthur. Leo Gallagher, un homme aux larges épaules qui gérait les syndicats de la famille, et Vincent Ball, un homme élégamment vêtu qui supervisait les comptes offshore et la sécurité numérique. Les deux hommes semblaient mal à l'aise. Leur téléphone était posé dans un bac en plastique au centre de la table, signe évident qu'ils étaient soupçonnés. Arthur ne s'assit pas. Il fit lentement les 100 pas derrière les deux hommes assis, ses pas silencieux sur le sol en béton. Le silence s'étira, lourd et suffocant, destiné à leur mettre les nerfs à rude épreuve. À 2h45, Arthur commença, d'une voix dénuée d'inflexion. Un homme nommé Tommy Barnes ait franchi la porte est de ce domaine. Il a contourné le verrou Cabamars X10. Il a contourné les caméras thermiques. Il a agressé un membre de mon personnel domestique près de l'incinérateur. Puis il est parti. Léo redressa brusquement la tête, son cou épais, rougissant. Un Sullivan ici. Patron, je jure devant Dieu que si mes hommes étaient en rotation, les vôtres ne l'étaient pas, Léo. Arthur l'interrompit doucement, s'arrêtant juste derrière la chaise de Vincent Ball. La défense périmétrique automatisée était active,
ce qui signifie que quelqu'un à l'intérieur de cette maison ait manuellement contourné les protocoles de sécurité. Vincent s'éclaircit la gorge. C'était un bel homme qui respirait généralement l'arrogance dans ses costumes Tom Ford sur mesure. Mais à ce moment-là, une fine couche de sueur perlait sur son front. Arthur, le système est complexe. Il pourrait s'agir d'un bug dans le réseau Palantir ou d'un piratage à distance. Arthur se pencha, posant ses mains sur le dossier de la chaise en acier de Vincent. « Conrad !» dit Arthur doucement. « Lis les journaux. » Conrad tapota l'écran de sa tablette. La porte avait été ouverte à l'aide d'une empreinte biométrique autorisée et d'un code d'accès de niveau 4. Le système n'avait pas été piraté. Il avait été invité. Il leva les yeux, le regard froid. Le code d'accès appartenait à Vincent. La pièce s'embrasa. « C'est un piège !» cria Vincent en reculant sur sa chaise, essayant de mettre de la distance entre lui et Arthur. « Patron, vous me connaissez. Je suis avec votre père depuis avant que vous ne preniez la relève. Les Sullivan ont dû cloner mes identifiants. C'est une imposture. » Léo bondit sur ses pieds, la main instinctivement posée sur sa taille, bien que son arme ait été confisquée à l'entrée. « Espèce de salaud !» cracha Léo à Vincent. « Tu nous as vendus aux Irlandais. »« Assieds-toi, Léo » ordonna Arthur. Léo se laissa lentement retomber sur sa chaise, lançant des regards furieux à Vincent. Arthur contourna lentement la table pour faire face à Vincent. Le comptable était en hyperventilation, les yeux rivés sur la porte verrouillée. « Un clone biométrique nécessite un moule physique de mon empreinte digitale », supplia Vincent, la voix brisée. « Quelqu'un l'a volé, Arthur. Je le jure sur la vie de ma mère. »« Je te crois, » dit Arthur doucement. Vincent poussa un énorme soupir de soulagement et s'affala sur sa chaise. « Dieu merci, Arthur. Nous devons fouiller le personnel. Quelqu'un a prélevé mon empreinte sur un verre ou un dossier. Je crois que tu n'as pas ouvert la porte ce soir, » continua Arthur, sa voix se réduisant à un murmure terrifiant alors qu'il se penchait au-dessus de la table, approchant son visage à quelques centimètres de celui de Vincent. « Parce que ce soir, tu étais dans l'aile est, essayant de forcer le coffre-fort de ma chambre pendant que Barnes créait une diversion. » Vincent se figea. Le reste de couleur quitta son visage, le laissant ressembler à un cadavre. « Tu pensais que je n'avais pas remarqué les micro-abrasions sur le cadran du coffre-fort de Bold la semaine dernière? » demanda Arthur, les yeux brûlants d'un feu sombre et violent. « Tu as vidé les comptes offshore, Vincent. Tu t'es associé aux Sullivan pour couvrir tes pertes sur le marché des crypto-monnaies. Tu as donné à Barnes l'accès au domaine pour qu'il puisse récupérer une maigre dette auprès d'une femme de chambre, sachant que les contrôles de sécurité se concentreraient sur le périmètre, te laissant exactement 15 minutes pour accéder à mes appartements privés. » Conrad s'avança, sortit un lourd Glock 19 silencieux de sa ceinture et le posa sur la table. Le cliquetis métallique résonna dans la pièce silencieuse. Vincent tomba à genoux, son pantalon de costume sur mesure heurtant le béton avec un bruit sourd. Des larmes coulaient sur son visage. « Arthur, je t'en prie, ils allaient me tuer. Les Sullivan ont un moyen de pression. Je peux régler les comptes, je peux récupérer l'argent. Tu as compromis ma maison, déclara Arthur, la voix dénuée de pitié. Tu as amené un ennemi sur mon territoire. Tu as mis mes proches en danger. » Arthur ramassa le Glock silencieux. Dans le bureau au bout du couloir, Charlotte sursauta violemment lorsqu'un bruit sourd et étouffé résonna à travers les lourdes portes en chêne, suivi du son écœurant de quelque chose de lourd tombant sur le sol. Elle plaqua ses mains sur sa bouche, étouffant un cri. Elle savait exactement ce qu'était ce bruit. La réalité du monde dans lequel elle était piégée s'abattit sur elle avec un poids écrasant. Arthur Sterling n'était pas seulement un employeur strict, il était juge, jury et bourreau. 10 minutes plus tard, les portes du bureau s'ouvrirent. Charlotte se réfugia au fond du fauteuil en cuir, le cœur battant à toute rompre. Arthur entra dans la pièce. Il avait retiré son étui d'épaule et retroussé les manches de sa chemise blanche, révélant des avant-bras musclés et couverts de vieilles cicatrices. Il y avait une seule petite tache de sang rouge sur son poignet blanc immaculé. Il se dirigea vers une carafe en cristal posée sur une table d'appoint et versa 2 doigts de Macallan 25, un liquide ambré, dans un verre. Il le but d'un trait, lui tournant le dos. « On s'est occupé de la taupe », dit Arthur calmement en posant le verre. Charlotte ne trouvait pas sa voix. Elle se contenta d'acquiescer, tremblante.
Arthur se tourna vers elle. La froideur mortelle de la cuisine s'était estompée, remplacée par une fatigue intense et pesante. Il regarda son visage meurtri, ses yeux terrifiés et la façon dont elle se reculait. « Tu as peur de moi », constata-t-il. Ce n'était pas une question. « Oui », murmura Charlotte, la vérité lui échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Arthur s'approcha lentement d'elle, s'arrêtant juste au bord du tapis personne. « Tu devrais l'être. Le monde dans lequel je vis est totalement impitoyable. Mais comprendre bien ceci, Charlotte. » Il se pencha, posant une main sur l'accoudoir de sa chaise, la piégeant dans son champ de gravité. « À partir de maintenant, tu appartiens à la famille Sterling, » dit Arthur d'une voix grave et rauque, qui fit monter une vague de chaleur dans ses veines glacées. « Tommy Barnes ne te touchera plus jamais. Les Sullivan ne menaceront plus jamais ton père. Ta dette est effacée. » Charlotte leva les yeux vers ses yeux argentés, complètement bouleversée. « Pourquoi? Pourquoi ferais-tu cela pour moi? » Le regard d'Arthur se posa sur ses lèvres pendant une fraction de seconde avant de revenir vers ses yeux. « Parce que tu saignes sur mon sol, Charlotte, et ce qui se passe dans ma maison me regarde. Maintenant, essaie de dormir. Demain, nous entrons en guerre contre les Sullivan. » Charlotte se réveilla avec une odeur inconnue de lavande et de linge fraîchement repassé. Elle n'était pas dans les quartiers exigus et sans fenêtres des domestiques situés au-dessus du garage. Elle était dans l'aile est, la passage Osfan. C'est la partie sécurisée réservée à la famille du domaine de Sands Point. Les murs étaient recouverts d'une lourde soie couleur crème, et le soleil matinal se reflétait sur les bords des rideaux occultants. Un léger coup à la porte la fit sursauter. La porte s'ouvrit et Madame Garb, la gouvernante en chef, entra. Cette femme rigide et antipathique, qui avait tourmenté Charlotte pendant 8 mois, gardait désormais les yeux rivés sur le sol. Elle tenait un plateau en argent sur lequel se trouvait une théière de thé Earl Grey, des toasts et un ensemble de vêtements propres et sur mesure qui n'appartenaient manifestement pas à l'uniforme du personnel. « Bonjour, Mal Evans », dit Madame Gable d'une voix tendue et légèrement tremblante. L'utilisation soudaine du nom de famille de Charlotte plutôt que celui de jeune fille était déconcertante. « Monsieur Sterling m'a demandé de vous apporter votre petit déjeuner. Quand vous serez prête, il vous attend dans le salon. »« Merci, Madame Gable », murmura Charlotte en remontant la lourde couette jusqu'à son menton. « On m'a demandé de vous informer que votre père, William, a été transféré, » ajouta précipitamment Madame Gable, jetant un regard rapide et effrayé au visage meurtri de Charlotte. Monsieur Hayes a facilité son transfert de son appartement dans le Queens vers un établissement médical privé sécurisé dans le nord de l'État de New York à 4 heures du matin. Il est sous surveillance armée 24 heures sur 24. Les Sullivan ne peuvent pas le joindre. Charlotte eut le souffle coupé. Le poids écrasant qui pesait sur sa poitrine depuis 2 ans s'évapora instantanément, remplacé par un sentiment vertigineux d'incrédulité. Arthur n'avait pas seulement fait une promesse dans le feu de l'action. Il avait mobilisé ses hommes au milieu de la nuit pour mettre en sécurité le seul membre vivant de sa famille. 20 minutes plus tard, vêtu d'un pull en cachemire doux et d'un pantalon ajusté fourni par Madame Gable, Charlotte traversa les couloirs labyrinthiques pour se rendre au solarium. L'atmosphère du domaine était méconnaissable. Le bourdonnement tranquille de la retraite d'un milliardaire avait été remplacé par l'énergie concentrée d'un centre de commandement militaire. Des hommes en tenue tactique, armés de fusils noirs mat, surveillaient le périmètre depuis les fenêtres fortement teintées. Arthur l'attendait dans le solarium vitré donnant sur le détroit de Long Island. Il se tenait debout devant une immense table en teck couverte de plans architecturaux, d'imprimés satellites et de tablettes numériques. Conrad Hayes et Leo Gallagher se tenaient à ses côtés, l'air grave et concentré. Lorsque Charlotte entra, la conversation s'arrêta. Léo et Conrad se redressèrent immédiatement et lui adressèrent un bref signe de tête respectueux. Un changement de protocole stupéfiant. Arthur leva les yeux, ses yeux argentés la balayant du regard, s'attardant une fraction de seconde sur l'échymose violet foncé qui fleurissait sur sa joue avant de croiser son regard. « Asseyez-vous, Charlotte, » dit Arthur en lui indiquant une chaise en fer à côté de lui. Elle s'assit, se sentant complètement dépassée par les événements, et regarda les cartes. Elles étaient marquées à l'encre rouge, soulignant des emplacements spécifiques à travers les 5 boroughs. Declan Sullivan pense qu'il tient la ville à sa merci parce qu'il contrôle les ports.
Arthur dit d'une voix froide et analytique, s'adressant à ses locataires de gauche, mais gardant son corps tourné vers Charlotte. Il croit que les anciens traités de mon père me lient encore. Hier soir, il a envoyé un chien à ma porte. Aujourd'hui, nous brûlons ses chenilles. Arthur pointa un stylo argenté vers la carte, exposant le démantèlement tactique de l'Empire Sullivan. Il ne protégeait pas Charlotte de la violence de son monde. Il l'intégrait à celui-ci. Le plan de représailles du Sterling Syndicate cible Alpha, le marché coopératif de Hunts Point. Léo les Sullivan utilisent le quartier des abattoirs pour blanchir l'argent de leurs extorsions. À 21 heures, vous saisirez leur entrepôt principal. Brûlez les livres de compte, confisquez les réserves d'argent et brisez les genoux de tout capitaine Sullivan qui sort une arme. Ne touchez pas aux travailleurs civils. Cible Bravo, les docks de Red Hook. Le frère de Conrad Declan, Phoenix Sullivan, attend une cargaison de produits pharmaceutiques européens volés qui doit accoster au quai 44 ce soir. Interceptez la cargaison. Coulez le conteneur dans le port. Je veux que Phoenix le voie couler. Cible Charlie, le registre des dettes. La trahison de Vincent nous a donné une petite opportunité. Avant que je ne l'exécute, son ordinateur portable a révélé que le registre numérique des dettes des Sullivan était stocké sur un serveur localisé à Hell's Kitchen. Nous déployons une équipe tactique pour détruire le serveur. Chaque centime dû à Declan Sullivan par la classe ouvrière, y compris la dette de ton père, Charlotte sera effacée. Charlotte fixait la table, le cœur battant à tout rompre. « Tu déclenches une guerre à cause de moi, murmura-t-elle. L'ampleur de la violence la terrifiait. « Je déclenche une guerre à cause d'un manque de respect, corrigea doucement Charlotte Arthur en se penchant pour que son visage soit à la hauteur du sien. Tu n'étais qu'un catalyseur. Les Sullivan sont devenus arrogants. Declan pensait qu'il pouvait saigner ma famille et que je fermerais les yeux pour maintenir la paix. Il m'a mal jugé. « Patron, intervint Conrad d'un ton prudent, en touchant 3 de leurs artères principales en une seule nuit. Declan va déclencher l'enfer. Il a des flics corrompus à son service dans le 75e district du NYPD. Ils pourraient riposter avec leur badge, pas seulement avec des balles. « Qu'il le fasse, répondit Arthur, les yeux plissés en 2 fentes de meurtrière. Si Declan envoie un uniforme à ma porte, j'achèterai le commissaire. L'ère de la mafia irlandaise à New York prend fin cette semaine. Préparez les hommes. Nous frapperons au coucher du soleil. Le soleil plongea sous l'horizon, plongeant le domaine dans une obscurité tendue et suffocante. Charlotte arpentait le bureau privé d'Arthur, les mains tremblantes, serrant une tasse de thé intacte. La vaste maison était étrangement silencieuse. Une équipe réduite de gardes lourdement armés patrouillait le périmètre, mais la majeure partie des forces d'Arthur et Arthur lui-même étaient en ville pour exécuter l'attaque en 3 volets. Charlotte ne pouvait se défaire du souvenir terrifiant de son passé. Elle avait été étudiante en soins infirmiers à l'Université de New York. Formée pour sauver des vies, arrêter les hémorragies, soigner. À présent, elle était cachée dans la forteresse d'un mafieux milliardaire, attendant de savoir si l'homme qui l'avait brutalement protégée survivrait à la nuit. À 23h42, la radio cryptée posée sur le bureau en acajou d'Arthur s'est mise à grésiller. Commandement, ici Viper 1. La cible Alpha est neutralisée. Hunts Point est à nous. Aucune perte de notre côté. Charlotte expira sans s'en rendre compte. Léo avait réussi. 10 minutes plus tard, une autre transmission. Cible du commandement. Charlie est réduite en poussière. Les serveurs sont brûlés. Le registre a disparu. Son père était officiellement libre. La dette qui avait ruiné leur vie, qui l'avait contrainte à une vie de servitude, n'existait plus. Des larmes de soulagement lui montèrent aux yeux, mais son soulagement fut instantanément anéanti par une rafale frénétique et parasitée à la radio. Commandement, ici l'équipe Echo à Red Hook. C'est une embuscade. Phoenix Sullivan savait que nous arrivions. Ils avaient de l'artillerie lourde qui nous attendait dans les conteneurs. Nous sommes coincés. Le patron est touché. Je répète, Arthur est touché. La tasse glissa des mains de Charlotte et se brisa sur le parquet. La panique lui serra la gorge. L'environnement stérile et contrôlé du domaine lui sembla soudainement être un tombeau. Elle se précipita hors du bureau, manquant de heurter un garde tactique posté dans le couloir. « Préparez l'infirmerie !» cria Charlotte, ses instincts d'infirmière endormis prenant le dessus sur sa peur des soldats de la mafia. « Il est blessé. Dégagez l'entrée est. »
Pendant les 45 minutes qui suivirent, le temps s'étira. Charlotte courut vers l'aile médicale souterraine du domaine, une salle de traumatologie entièrement équipée, conçue pour les urgences que le syndicat ne pouvait pas traiter dans un hôpital public. Elle stérilisa les instruments, prépara les perfusions et disposa les pansements, bougeant avec une énergie frénétique et hyper concentrée. Le crissement des pneus résonna dans le garage souterrain, des portes claquèrent, des hommes crièrent. Conrad Hayes fit irruption dans l'aile médicale, sa veste de costume couverte de sang. Derrière lui, 2 soldats soutenaient Arthur. Le chef de la famille Sterling était d'une pâleur incroyable, les lèvres serrées en une ligne sinistre. Sa main gauche était crispée sur son côté droit, du sang s'écoulant entre ses doigts et tachant sa chemise blanche immaculée d'une horrible couleur cramoisie. « Mettez-le sur la table !» ordonna Charlotte, sa voix tranchant les cris chaotiques des hommes. Les yeux d'Arthur, lourds de douleur, se levèrent brusquement pour croiser les siens, même s'il saignait abondamment. Sa présence était écrasante. Il grogna lorsque les hommes le hissèrent sur la table d'opération en acier inoxydable. « Dehors !» grogna Arthur en regardant ses soldats. « Vous tous, sécurisez le périmètre. »« Patron, vous avez besoin d'un médecin, » protesta Conrad. « Je vous ai dit de sortir, » rugit Arthur, l'effort le faisant tousser violemment. Les hommes n'osèrent pas désobéir. Ils sortirent en file indienne, laissant Charlotte seule avec l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré. Charlotte attrapa une paire de ciseaux chirurgicaux et s'approcha de la table. Ses mains tremblaient, mais son regard était concentré. « Je dois couper la chemise », dit-elle d'une voix professionnelle et posée. Arthur acquiesça d'un signe de tête, relâchant sa main qui serrait son flanc. Charlotte coupa rapidement le tissu coûteux, le retirant pour révéler une profonde éraflure irrégulière causée par la balle le long de ses obliques droits. Il saignait abondamment, mais la balle n'avait pas pénétré dans la cavité abdominale. « C'est une blessure nette », souffla Charlotte, envahie par un immense soulagement. « La balle ne s'est pas logée, mais la blessure est profonde. Vous avez besoin de pointes de suture et vous avez perdu du sang. »« Alors recousez-moi », dit Arthur d'une voix grave et rauque. Il ne quittait pas son visage des yeux. Charlotte prépara une seringue d'anesthésique locale. Alors qu'elle se penchait sur lui pour lui injecter l'anesthésiant, elle était hyper consciente de sa taille imposante, de la chaleur qui se dégageait de sa peau et des battements lourds et rythmés de son cœur sous son poignet. « Phoenix savait que nous venions », déclara Arthur calmement, alors qu'elle commençait à nettoyer la blessure avec de l'iode. Il ne broncha même pas lorsque le liquide brûlant toucha sa chair à vif. Vincent n'était pas la seule fuite. Declan Sullivan a quelqu'un d'autre à l'intérieur de mon organisation. Charlotte s'interrompit, les compresses ensanglantées dans la main. « Qui ?»« Je ne sais pas encore, » murmura Arthur, ses yeux argentés suivant le mouvement de ses mains. « Mais je les trouverai et je les écorcherai vifs. » Il tendit la main, sa grande main tachée de sang saisissant doucement son poignet, arrêtant ses mouvements. Le contraste entre les mots violents qu'il venait de prononcer et la tendresse avec laquelle il la touchait fit haleter Charlotte. « Tu trembles, » observa Arthur doucement. « Tu saignes sur mon sol, » répondit Charlotte, reprenant ses mots de la veille, un sourire nerveux effleurant ses lèvres. Les yeux d'Arthur s'assombrirent, leur intensité éclipsant complètement la douleur de sa blessure. Il tira légèrement son poignet, la forçant à s'approcher jusqu'à ce que ses hanches soient pressées contre le bord de la table en acier froid. « Tu as sauvé mon père, » murmura Charlotte. Le poids émotionnel des dernières 24 heures finit par briser sa façade professionnelle. « Tu as brûlé leur dossier. Tu as risqué ta vie pour une servante. »« Tu n'es pas une servante, » corrigea Arthur, son pouce suivant le pouls de son poignet. « Plus maintenant. C'est à moi de te protéger, Charlotte. Et que Dieu aide celui qui tentera de t'éloigner de moi. » L'atmosphère dans la salle de traumatologie devint insupportablement pesante. La guerre faisait rage à l'extérieur des murs fortifiés du domaine. Mais à l'intérieur, sous la lumière crue des néons, un autre type de capitulation était en train de se produire. Charlotte ne se retira pas. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment en sécurité, ce qui était terrifiant. Les 48 heures qui suivirent au sein du domaine de Sands Point furent un tourbillon de manœuvres tactiques, d'ordres chuchotés et de cliquetis métalliques provenant du chargement de nouveaux chargeurs dans les fusils d'assaut Heckler et Koch. Arthur Sterling, animé par sa seule volonté et les fortes doses d'antibiotiques administrées par Charlotte, refusa de rester à l'infirmerie.
Il transforma le salon en salle de guerre lourdement gardée, son flanc recousu étroitement maintenu par un gilet pare-balles sur mesure. Charlotte était officiellement passée du statut de membre invisible du personnel à celui de femme la plus protégée de New York. Deux des gardes personnels les plus élitistes d'Arthur, des hommes silencieux qui se déplaçaient comme des ombres, étaient postés devant la porte de sa chambre. Mais la sécurité du domaine semblait illusoire. Le fait de savoir qu'un deuxième traître respirait le même air filtré rendait Charlotte plus nerveuse qu'une corde de piano. La percée ne vint pas des fichiers décryptés de Vincent ni d'un homme de main de Sullivan torturé. Elle vint d'un simple et terrifiant lapsus. C'était le jeudi soir. Le ciel au-dessus de Long Island était de la couleur du fer rouillé, annonçant une violente tempête. Charlotte était dans la cuisine principale, en train de préparer une cafetière de café noir pour les hommes dans le salarium. Leo Gallagher, l'homme de main aux larges épaules d'Arthur, poussa les portes battantes. Il avait l'air épuisé, les manches de sa chemise retroussées, exposant une lourde Rolex Daytona à son poignet épais. « Fais-le fort, Charlie !» grogna Leo en s'appuyant lourdement contre l'îlot en marbre. « On part pour le Brooklyn Navy Yard dans 1 heure. Declan Sullivan a finalement accepté de s'asseoir à la table des négociations. Le patron va mettre fin à tout ça ce soir. » Charlotte acquiesça, les yeux rivés sur la cafetière à piston. « Conrad l'accompagne? »« Oui, Conrad, moi et une douzaine de tireurs, » répondit Léo en se frottant la mâchoire. Il laissa échapper un rire amer et rauque. « Quelle semaine de folie, hein? Tu es passé du nettoyage des sols à l'hospitalisation de ton vieux dans cette clinique privée à Pepsi. Tu dois être soulagé. » La main de Charlotte se figea au milieu du versement. Le café brûlant éclaboussa le marbre, manquant de peu sa peau. Elle ne leva pas immédiatement les yeux. Son esprit s'emballa, reconstituant la chronologie avec une clarté terrifiante. Quand Arthur avait ordonné le transfert de William Evans dans un établissement sécurisé, il avait donné l'ordre à Conrad Hayes au milieu de la nuit. Charlotte était dans la pièce. Seuls Arthur, Conrad et Madame Gable, qui avaient transmis le message le lendemain matin, connaissaient l'emplacement. Leo Gallagher était occupé à sécuriser le périmètre. On ne lui avait jamais dit où William avait été emmené. Personne n'était censé connaître le nom de la ville, et encore moins qu'il s'agissait de Pepsi, à moins d'avoir intercepté les communications cryptées ou de fournir cette information aux Sullivan pour qu'ils s'en servent plus tard comme moyen de pression. « Oui, » répondit Charlotte en s'efforçant de garder une voix calme, très soulagée. Elle tendit à Léo le plateau avec les tasses de café. Dès que la porte de la cuisine se referma derrière lui et Charlotte se mit à courir à toute vitesse, elle contourna ses gardes, se précipitant dans le couloir de l'aile est, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine. Elle fit éruption dans le bureau privé d'Arthur sans frapper. Arthur était en train d'attacher un Sig Sauer à son étui d'épaule, grimaçant légèrement lorsque le cuir appuya sur ses pointes de suture. Conrad était à côté de lui, vérifiant le fonctionnement d'une mitraillette compacte. Les deux hommes tournèrent brusquement leur attention vers elle, immédiatement alarmés par son visage pâle. « Charlotte », Arthur s'avança, son instinct protecteur se réveillant. « Qu'y a-t-il? » »« C'est Léo. » Charlotte haleta, agrippant les revers du gilet d'Arthur. « Arthur, c'est Leo Gallagher. Il vient de me dire qu'il savait que mon père était à Pepsi. Tu ne lui as jamais dit ça. Il ne devrait pas savoir où se trouve la clinique. » La température dans la pièce chuta à 0 absolu. Conrad baissa lentement son arme, les yeux écarquillés alors qu'il comprenait la situation. Le patron Léo s'est porté volontaire pour fouiller à la salle des communications après que nous ayons trouvé Vincent. Il avait un accès complet aux journaux de routage cryptés. S'il a donné l'adresse de Pepsi à Declan, alors cette réunion au Navy Yard n'est pas une négociation, conclut Arthur, sa voix descendant à un baryton mortel et vibrant. C'est une exécution. Declan s'attend à ce que je marche dans un piège, pensant que mon flanc droit est sécurisé, pour que Léo me mette une balle dans la nuque. Arthur ne s'est pas mis en colère. Il n'a pas crié. Le calme terrifiant du prédateur est revenu dans ses yeux argentés. Il a baissé les yeux vers Charlotte, ses grandes mains venant enserrer son visage. « Tu viens de me sauver la vie, Charlotte », a-t-il murmuré en déposant un baiser féroce et brûlant sur son front. Encore une fois, s'est-il tourné vers Conrad. « Changez la logistique. Nous n'affronterons pas Léo ici. Cela provoquerait une panique parmi les hommes. Nous l'emmenons au chantier naval, mais nous renversons la situation pour Declan Sullivan. » 2 heures plus tard,
la tempête s'abattit sur Brooklyn, déversant une pluie torrentielle sur les chantiers navals rouillés. La flotte de Mercedes-Benz Wagons noirs d'Arthur roula dans le quartier des entrepôts abandonnés, les phares fendant le rideau de pluie. À l'intérieur de l'entrepôt caverneux et délabré, Declan Sullivan attendait. Il était entouré d'hommes de main irlandais lourdement armés, le visage déformé par un rictus arrogant. Arthur franchit les portes rouillées, flanqué de Conrad et Léo. Pour tout observateur, cela ressemblait à une négociation mafieuse classique. « Arthur !» appela Declan, sa voix résonnant sur le toit en tôle ondulée. « Tu as l'air un peu pâle. J'ai entendu dire que mon frère t'avait griffé à Red Hook. Un inconvénient mineur, Declan, » répondit Arthur avec douceur, s'arrêtant à 20 pas de lui. « Je suis venu ici pour accepter ta reddition. » Declan éclata d'un rire aigu. « Ma reddition? Tu te trouves sur mon territoire, entouré de mes hommes, et ta propre maison s'effondre de l'intérieur. » Et Declan regarda derrière Arthur. « N'est-ce qui se passe, Léo? » Léo sortit de derrière l'épaule droite d'Arthur, sortant son arme. Mais avant même que le lourd canon de son arme ne dépasse sa hanche, Arthur pivota avec une vitesse fluide et terrifiante. Malgré sa blessure, les mouvements d'Arthur étaient un flou de violence calculée. Il ne sortit pas d'arme. Au lieu de cela, il enfonça la lame d'un couteau tactique dissimulé dans sa manche profondément dans le faisceau de nerfs du bras armé de Léo. Léo hurla et lâcha son arme, son bras devenu complètement insensible. Avant même que le pistolet de Léo ne touche le béton, le pistolet mitrailleur MP5 de Conrad était déjà pointé directement sur la poitrine de Declan Sullivan. Au même moment, les ombres des passerelles de l'entrepôt au-dessus d'eux bougèrent. Arthur n'était pas tombé dans un piège. Il avait apporté le sien. 2 douzaines de tireurs d'élite Sterling, qui s'étaient infiltrés dans le Navy Yard une heure plus tôt, grâce à la logistique modifiée par Arthur, activèrent leur viseur laser. Des dizaines de points rouges peignaient Declan Sullivan et ses hommes d'une constellation mortelle et inéluctable. « Tu pensais pouvoir acheter ma loyauté, Declan? » La voix d'Arthur résonna dans l'entrepôt, froide et absolue. « Tu as acheté un fantôme, et maintenant tu n'as plus de temps. » La fusillade fut brève, brutale et totalement unilatérale. Lorsque la fumée se dissipa, le syndicat Sullivan n'était plus qu'un souvenir tachant le sol en béton du Brooklyn Navy Yard. Leo Gallagher, ensanglanté et gémissant, fut traîné par les hommes d'Arthur pour subir la justice lente et agonisante de la famille Sterling. À l'aube, la guerre était terminée. Lorsque Arthur revint au domaine de Sands Point, le soleil matinal se levait à peine sur le détroit de Long Island. Il était épuisé, meurtri et couvert de la poussière de la ville. Charlotte l'attendait dans le grand hall d'entrée. Elle se moquait du sang sur son manteau ou de la violence terrifiante qu'il venait d'orchestrer. Elle ne voyait que l'homme qui avait détruit un empire pour la protéger. Elle courut vers lui, jeta ses bras autour de son cou et enfouit son visage dans sa poitrine. Arthur la rattrapa en inspirant brusquement, ses bras puissants s'enroulèrent autour de sa taille et la soulevèrent complètement du sol. « C'est fini !» murmura Arthur dans ses cheveux, enfouissant son visage dans le creux de son cou. « Ils ne te toucheront plus jamais. Tu es en sécurité. Tu es à moi. À toi, murmura Charlotte en retour, pressant ses lèvres contre sa mâchoire, embrassant pleinement le monstre magnifique et dangereux dont elle était tombée amoureuse. La servante invisible avait disparu. À sa place se tenait désormais la reine intouchable de l'Empire Sterling. La saga palpitante de Charlotte et Arthur prouve que le véritable pouvoir ne consiste pas seulement à régner sur le monde souterrain. Il s'agit plutôt de la longueur d'un homme pour protéger la femme qui a volé son cœur de manière inattendue. De femme de chambre terrifiée cachant un bleu à reine stratégique d'un empire mafieux, le parcours de Charlotte est un témoignage de survie, de loyauté et d'amour forgé dans les flammes de la trahison. La guerre entre Sterling et Sullivan est peut-être terminée, mais la passion et le danger de leur monde perdureront à jamais. La loyauté impitoyable d'Arthur vous a-t-elle complètement coupé le souffle? Si vous avez aimé les rebondissements intenses, la trahison à haut risque et l'alchimie indéniable dans La femme de chambre pleurait dans sa cuisine du parrain de la mafia, cliquez dès maintenant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de partager cette histoire captivante avec vos amis amateurs de romance et de drames mafieux, et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles histoires audio sombres, palpitantes et romantiques. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun chapitre dramatique.
Laissez un commentaire ci-dessous. Quel a été votre rebondissement préféré? À bientôt pour la suite.